Bonjour, c'est Corinne. Vous écoutez Remarquable. Bienvenue. Remarquable, c'est l'histoire et l'art en balade. Dans ce podcast, on pousse les portes de notre patrimoine, surtout les petites. On découvre des personnages et des histoires connues et moins connues. On admire le beau parce que cela nous met en joie. Le temps d'une balade, au cœur d'un site pour s'imprégner du lieu, pour mettre dans vos oreilles des choses à ne pas manquer. Allez, viens, je t'emmène. Pour la saison 3 de Remarquable, on met le cap sur la Normandie. Je vous emmène dans le Calvados pour une visite immersive de la ville de Bayeux. On se retrouve chaque vendredi pour découvrir les joyaux de la capitale normande en compagnie d'historiens locaux, tous aussi passionnants les uns que les autres. Au programme, la fameuse tapisserie de Bayeux, la cathédrale Notre-Dame et le vieux Bayeux. Pour ne pas manquer le prochain départ, c'est très simple. Il suffit de s'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Et pour m'encourager à poursuivre ce travail passionné, prenez une petite minute pour déposer des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. C'est très important pour moi de voir que vous êtes là et pour m'aider à faire découvrir ce podcast aux autres. Un grand merci à vous. Dans cet épisode, on plonge dans la tapisserie pour évoquer l'histoire qu'elle met en scène, c'est-à-dire la cession de Guillaume le Conquérant au trône d'Angleterre et tous les événements qui ont conduit à cette conquête, dont la fameuse bataille d'Hastings qui s'est déroulée le 14 octobre 1066. En réalité, le récit débute en 1064. Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, n'a pas d'héritier et il craint une guerre de succession. Pour éviter ça, il va désigner lui-même son successeur. Il charge alors son beau-frère Harold de se rendre en Normandie pour proposer à son petit cousin Guillaume le trône d'Angleterre. Le navire d'Harold traverse la Manche et après plusieurs péripéties, Harold transmet enfin le message à Guillaume. Avant de partir, Harold prête serment de fidélité à Guillaume sur les reliques de la cathédrale de Bayeux. Puis le roi Édouard meurt et Harold se parjure. Le 6 janvier 1066, il est couronné roi d'Angleterre à la place de Guillaume. Guillaume apprend la nouvelle et décide d'aller reconquérir son trône. Depuis Saint-Valery-sur-Somme, il traverse la Manche avec sa flotte dans la nuit du 28 septembre. D'ailleurs, à Saint-Valery, une sculpture de pierre rappelle cet événement. Au matin du 14 octobre 1066, la bataille d'Hastings s'engage entre l'armée de Guillaume et les hommes d'Harold. Harold reçoit une flèche dans l'œil et meurt. Guillaume est enfin couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 à l'abbaye de Westminster. Alors, on ne sait pas qui est-ce qui l'a réalisé, on ne sait pas qui est-ce qui l'a commandé. On sait quelque chose, c'est ce qu'elle raconte. On sait ce qu'elle raconte, tout de même. Alors, quelle histoire raconte-t-elle ? Alors, on va peut-être la reprendre du début ? Oui, on va la reprendre du début. Alors, la broderie de Bayeux, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte l'accession au trône d'Angleterre de Guillaume de Normandie. Les événements qui ont conduit à ce que Guillaume puisse avoir une revendication sur le trône d'Angleterre et la manière dont il s'est assuré par la force ce titre, le titre de roi d'Angleterre. Alors, elle commence la tapisserie avec une scène relativement énigmatique où on nous dit que le roi Édouard, donc il s'agit d'Édouard d'Angleterre, Édouard le Confesseur, charge Harold, donc c'est Harold Godwinson, qui est le comte de Wessex, de se rendre en Normandie. On ne sait pas exactement pourquoi. Les inscriptions sont toujours parfois cryptiques. On ne sait pas exactement pourquoi il le charge de partir. On voit Harold prendre
la mer, donc il traverse la Manche et il se rend jusqu'en Normandie. Harold, c'est celui qui a la moustache. Alors, tous les Saxons ont une moustache dans la mince. première partie de la tapisserie, puisque c'est une manière de distinguer les Saxons des Normands. Elle est par la suite relativement abandonnée, mais au début, on représente souvent les Saxons avec une moustache. Pas tous, mais vous voyez. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, certaines scènes, Harold a une moustache, certaines scènes, il n'en a plus. Ah mince alors, c'est compliqué. Alors, il est où compliqué. là, Harold? Harold, il est Comment on le vraisemblablement, il est ici, il chevauche en tête, il arrive, il est parmi l'équipage. Ah oui. On pourrait penser que c'est celui qui tient le gouvernail, et il est ici dans ceux qui débarquent. Il montre du doigt la direction. Exactement. Problème étant, et là on est dans des péripéties, parce qu'en fait il y a une foule de péripéties qui précèdent véritablement la conquête de l'Angleterre dans la tapisserie. Elle prend énormément de temps pour raconter ce qui va se passer. Harold, parce que pour l'instant on n'a toujours pas vu Guillaume, Harold arrive donc en France, sur les côtes françaises, sauf que le vent l'a poussé plus loin et il arrive sur les terres de Guy de Ponthieu. Et Ouais. il est fait prisonnier. Ça commence mal. Ses armes lui sont confisquées et on apprend que des messagers du duc Guillaume, et là c'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre la tapisserie à l'envers puisque l'origine de cette scène se trouve ici, les messagers du duc Guillaume viennent jusque-là. D'accord. Donc, des messagers du duc Guillaume viennent réclamer à ce que Harold soit libéré. C'est là la première démonstration de la force de Guillaume qu'on voit ici pour la première fois et qu'on voit ici face à Guy de Ponthieu qui montre du doigt Harold. On est sous la scène 13. C'est là une démonstration de force de Guillaume. Il fait libérer Harold. Alors que Guy de Ponthieu n'est pas son vassal. Hein. Il pourrait traiter d'égaux à égaux, mais là, c'est véritablement la force qui parle. Il n'a pas intérêt à s'opposer au duc de Normandie. D'accord. Alors, une petite question Dites-moi. là. Parce que je vois qu'ils ont tous des faucons ou des aigles, je ne sais pas trop, à leurs mains. Oui. Bon. Alors, il y a plusieurs hypothèses, encore une fois. Il pourrait avoir un faucon, et Harold l'a quasiment dans la main depuis qu'il est parti de chez Édouard, puisque ça pourrait symboliser le message qu'il vient lui porter. D'accord. Et d'ailleurs, on voit qu'il disparaît ensuite. Une fois que le message Oui. a été porté, c'est-à-dire à la scène 14, Il disparaît. le faucon disparaît. Bon, Voilà. d'accord. Ça pourrait être ça. Ou c'est aussi une représentation pour nous montrer qu'il est un chasseur. Mhm. Dans le sens où il a le privilège de la chasse, ce qui fait de lui un aristocrate. Il y a plusieurs ici hypothèses qui sont possibles. Encore une D'accord. fois, le message peut être lu de différentes manières. En tout cas, ça permet quand même de le repérer. C'est ça. Mm. Donc, ils arrivent ici. Il le fait libérer. Il le fait libérer et ils vont se rendre dans le palais de Guillaume. On voit qu'il y a discussion entre les deux et immédiatement, une nouvelle péripétie s'engage. Je vous passe la scène dont on a parlé tout à l'heure avec Elgive, qui est cryptique et dont on ne sait finalement rien. Une nouvelle péripétie s'engage, Ils partent en expédition. Et là, c'est quelque chose qui est avéré. Guillaume était à l'époque en train de réprimer les avancées de Conan, qui était duc de Bretagne, et qui s'en prenait aux terres du duc de Normandie, situées aux alentours du sud de la Manche. Donc, ils partent ensemble et ils emmènent ce pauvre Harold dans l'expédition guerrière. L'idée, c'est sans doute aussi, pour Guillaume, d'éprouver la valeur d'Harold. D'ailleurs, ici, Harold, à la scène 17, c'est très important, nous montre sa valeur puisqu'il sauve 2 personnes, vraisemblablement un Saxon et un Normand, des sables mouvants qui entourent le Mont Saint-Michel. Ici, c'est le Mont Saint-Michel. C'est une des premières représentations de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Donc, Harold est représenté comme quelqu'un de valeureux. Et ça, c'est très important, puisque dans la tapisserie, Harold n'est jamais représenté comme un lâche ou comme un traître ou quoi que ce soit. Parce qu'il est toujours représenté comme un très bon combattant, comme quelqu'un qui a des valeurs, parce que ça rend la victoire de Guillaume sur lui encore plus importante. D'accord. Plus l'ennemi est valeureux, plus c'est important de l'avoir battu. S'il était présenté comme un lâche, perfide, ainsi de suite, ça aurait finalement peu de valeur. Là, on nous montre que Harold est un homme valeureux. Ils se rendent à Rennes, puis ils se rendent à Dinan, où finalement ils finissent par vaincre Conan, qui leur tend ici les clés de la ville.
On passe là-dessus, on ne reverra plus Conan de Bretagne. D'ailleurs, il sera ensuite empoisonné, sans doute sur ordre de Guillaume de Normandie, pour s'assurer que son insurrection ne recommence pas dans le sud. C'est quelque chose de relativement commun. Oui, au moins c'est... Voilà, qui nous montre que Guillaume, alors bien sûr ce n'est pas raconté dans la tapisserie, mais qui nous apprend que Guillaume est un vrai monarque, quelqu'un qui règne avec une poigne de fer. D'accord, il n'est pas encore roi, mais il en a toutes les prétentions et il n'est pas véritablement réputé pour avoir été un tendre. Oui, pas clément. Il n'est pas clément. Ici, c'est la scène clé. Tout d'abord, là, à la scène 21, on voit que Guillaume donne ses armes à Harold. Ça veut dire qu'il lui rend ses armes parce que, en fait, Harold a participé à toute la campagne militaire en Bretagne, mais il n'était pas armé. Il était là, on va dire, à titre d'observateur. Ici, il a été valeureux, on lui rend ses armes. Est-ce que ça veut dire déjà que Guillaume, l'arme chevalier, il est sans doute un peu trop tôt, vraiment, pour que les traditions chevaleresques autour de l'adoubement aient vraiment vu le jour. On est sans doute dans une de ses premières formes, mais ici, le mot chevalier milites n'est pas mentionné. D'accord. Et là, c'est la scène clé, la scène 23, où on nous dit, et c'est très cryptique, c'est là où Harold fit un serment au duc Guillaume. Quelle est la nature de ce serment ? Ce n'est pas noté dans la tapisserie de Bayeux. Mais les textes, qui sont contemporains, nous disent qu'il a promis, sur ordre d'Édouard le Confesseur qu'il avait envoyé au début de l'histoire, il a promis à Guillaume qu'à la mort d'Édouard, qui n'a pas d'héritier, Guillaume sera désigné comme successeur et que lui, Harold, s'engagera à le respecter comme étant son souverain, c'est-à-dire qu'il va devenir son vassal. D'accord. C'est important puisque Harold est sans doute l'un des plus puissants aristocrates de toute l'Angleterre. Donc, s'il assure Guillaume de son soutien, ça l'assure de pouvoir monter sur le trône d'Angleterre sans qu'il y ait de heurts. Et là-dessus, il repart. Ça, c'est le principe de la féodalité où c'est encore trop tôt par rapport à l'époque. Non, on est en plein principe de la féodalité. La féodalité, elle est vraiment naissante en ce XIe siècle où un seigneur, donc ici, qui serait Guillaume, fait jurer un serment à un vassal et ce vassal devient son homme. C'est-à-dire qu'il lui doit fidélité, obéissance, il doit l'aide, ce qu'on appelle l'aide et le conseil, l'auxilium et le concilium, et en échange, le seigneur doit protection à son vassal. C'est un pacte d'engagement mutuel, mais où l'un domine finalement. Ouais. Donc ici, même si le mot n'est pas prononcé, on pense que Harold se fait le vassal de Guillaume pour l'Angleterre, mais il est possible également, puisque les traditions entre les deux pays sont encore différentes, que Harold n'ait pas compris le serment qu'on lui a fait prêter. D'accord. C'est-à-dire qu'il a juré un serment dont il ne connaissait pas véritablement les implications. Et Guillaume pourrait être représenté comme le stratège qui a fait jurer un serment à quelqu'un qui aurait pu être son rival et qui ainsi s'assure qu'il va lui rester fidèle. Il y a sans doute une manœuvre stratégique ici. Est-ce que c'est une traîtrise de la part de Guillaume ? Oui. Est-ce que c'est une manœuvre un peu malhabile de la part d'Harold ? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, ça m'amène à une question. Quelle langue parlaient-ils ? La même, tous les deux ? Alors, vraisemblablement, déjà, il y a le latin qui est commun, mais on s'exprime donc là dans des langues romanes pour le nord de la France, des langues qu'on appelle des langues d'oï, c'est-à-dire une langue où oui se dit oï, alors que Languedoc, oui se dit oc. D'accord. Et là, on est dans une forme de proto-normand finalement. En tout cas, ils se comprennent. Ils se comprennent. Et Harold lui-même parle une forme de vieil anglais. Il y a des similitudes entre les deux langues, mais ils sont quand même à même de se comprendre. Et en fait, directement ensuite, après ce serment, Harold rentre en Angleterre. Il se rend auprès du roi Édouard le Confesseur. D'ailleurs, il n'a plus de moustache. Ça y est, pardon. Il n'a plus de moustache. Ah, il n'a plus de moustache. Ça y est. Et il est où, là, alors attendez ? Il est ici, Harold. Ah oui, mais dis donc. Et là, c'est Édouard. Il n'a plus de moustache. On ne sait pas pourquoi. Oui, puis il a l'air d'être un peu fatigué. Et ils sont vraiment en position qui est une position faible, très contrite. Ils se présentent devant le roi et donc ils s'avancent la tête en avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce même type de position dans certains manuscrits dont je vous parlais tout à l'heure, des manuscrits du monastère de Canterbury où on a des personnages qui sont exactement dans cette position. Je pense
Ça va être la Bible d'Étienne de Jumièges, de Robert de Jumièges, quelque chose comme ça. D'accord. Et là, en fait, il y a un passage dans le temps. Alors nous, on le sait en tant qu'historien, on le sait grâce au texte, mais la tapisserie ne l'indique pas, puisque tous ces éléments se déroulaient en 1064. Et finalement, on arrive le 28 décembre 1065 et Édouard est mort. Ah. Donc on est 1 an plus tard, Édouard est mort et techniquement, Harold devrait respecter son serment, c'est-à-dire que Guillaume devrait devenir le successeur d'Édouard et lui-même, on va dire, faciliter son accession au trône. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on nous dit que les fidèles d'Édouard, donc les grands du royaume d'Angleterre, l'aristocratie, donnent la couronne à Harold. C'est-à-dire qu'il propose à Harold de devenir roi à la place d'Édouard. Qu'est-ce qui s'est passé vraisemblablement ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont forcé la main à Harold, estimant qu'il serait un meilleur candidat puisque c'était un Anglais, plutôt que d'accepter un roi qui viendrait d'un pays étranger ? Est-ce que Harold a accompagné cette décision ou est-ce qu'il l'a accepté un peu contraint et forcé ? On ne sait pas. Toujours est-il que le 6 janvier 1066, Harold devient roi d'Angleterre. Alors, j'ai entendu dire que peut-être également Édouard, vraiment aux derniers instants de sa vie, aurait finalement demandé à ce que ce soit Harold qui le c'est également une possibilité. On dit que finalement, peut-être qu'Édouard, dans ses dernières paroles, aurait désigné Harold comme étant finalement son successeur. C'est en tout cas là-dessus que s'appuie, sur ces éléments, que s'appuie Harold pour légitimer son accession au trône. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? On ne sait pas. Les morts, on leur fait dire ce qu'on veut. Absolument, oui. Donc, on ne sait pas. Toujours est-il que, et là, c'est un fait, donc le 6 janvier 1066, Harold devient roi d'Angleterre et que la nouvelle parvient à Guillaume. Là, il y a un point qui est très important. À la scène 32, juste après juste après le sacre d'Harold, apparaît un présage dans le ciel. Ici, on nous dit « Isti mirant stella », c'est-à-dire « Ils observèrent l'étoile avec étonnement ». Qu'est-ce que c'est que cette étoile ? Oui. Vous avez raison, c'est la comète de Halley. Et on sait que la comète de Halley est effectivement passée en avril 1066. Et qu'elle a été apparemment, puisqu'elle est observée dans plusieurs pays, on sait que son éclairement a duré plusieurs semaines. Et donc elle a pu être vue comme un mauvais présage de la part des Anglais qui venaient d'élire ce roi. C'est en tout cas ce que nous montre la tapisserie. C'est bien commode, puisque la tapisserie nous dit que c'est un mauvais présage, ça annonce la suite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que juste en dessous, là, la bordure inférieure, qui est un peu allégorique, nous montre une flotte de navires sans voile, qui pourrait être un songe, qui nous indiquerait que l'Angleterre va être la proie d'un débarquement. Et ce n'est pas pour rien si ce songe est directement situé sous la comète qui est un présage. Donc là, on est pleinement dans la dimension allégorique de la tapisserie. La nouvelle parvient jusqu'à Guillaume, ça prend un peu de temps, et on nous dit que Guillaume donne immédiatement l'ordre de construire des navires. Il va revendiquer, là on est vraiment dans le tournant de l'histoire, il va revendiquer ce qui est à lui, il n'a pas d'autre choix que de le faire par la force, et donc il fait construire une flotte pour se rendre en Angleterre. Alors les scènes qui suivent sont très intéressantes pour l'archéologue des techniques matérielles, puisqu'on nous montre les différents outils des charpentiers qui sont utilisés pour construire des navires, qui sont des navires à clin. On nous montre les armes qui sont emmenées par les Normands pour leur expédition, que ce soit les lances, des casques qui sont des casques à nasal très caractéristiques, des boucliers ici qu'on appelle des kite shields, c'est-à-dire des boucliers en forme de cerf-volant, donc qui ont cette forme d'amande, qui sont très caractéristiques des Normands et qui servent à protéger les cavaliers de leur épaule jusqu'à leurs cuisses. Et tout ce petit monde embarque dans une des scènes qui est à mon sens une des plus intéressantes de la tapisserie, qui est en fait la traversée de la Manche. Alors, je trouve que c'est une partie qui est vraiment très jolie, la tapisserie, parce que déjà les couleurs sont plus vives. Oui. D'ailleurs, c'est une des scènes qui est tellement importante que la bordure supérieure disparaît. Ah oui. Ici, la narration prend le pas. On a besoin de place.
Et Donc elle est plus haute. il n'y en avait pas. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, toute la bordure, elle reprend ici la bordure, Ah oui. mais elle a disparu et elle disparaît juste à l'embarquement là-bas. Ah oui, effectivement. J'avais pas vu ça. Alors, ce qu'on nous dit pas, c'est que l'embarquement n'a pas été immédiat. En fait, les vents n'étaient pas favorables et Guillaume a dû attendre plusieurs sommeils à Saint-Valery-sur-Somme de pouvoir partir vers l'Angleterre. En fait, ils ne sont pas partis de Dives-sur-Mer, ils sont allés de Dives jusqu'à Saint-Valery, puis de Saint-Valery jusqu'à Pevensey. Donc ça a pris un peu de temps. Et là, il y a quelque chose que ne nous dit absolument pas la tapisserie, mais qui est majeur pour comprendre la suite des événements. C'est que Guillaume n'était pas le seul autre prétendant au trône d'Angleterre. Exactement en même temps, dans le nord de l'Angleterre, débarque le roi du Danemark, qui s'appelle Harald Hardrada. Et ce Harald Hardrada, il a également des prétentions. C'est-à-dire qu'il lui aussi souhaite devenir roi d'Angleterre à la place d'Harold. Tout ça, Guillaume le sait très bien, sait qu'une expédition est en train de se préparer. Et stratégiquement, il attend que les armées d'Harold soient montées au nord de l'Angleterre pour affronter Harald, pour pouvoir lui débarquer tranquillement pendant ce temps-là dans le sud de l'Angleterre, ce qui lui évite d'être repoussé dès la sortie des navires. Ça montre qu'on ne se lance pas à corps perdu dans une expédition où on embarque sans doute plus de 8000 hommes, mais qu'il y a aussi une dimension de stratégie et d'espionnage qui rentre en compte. Ce qui va se passer, c'est que pendant ce temps-là, Harold défend son royaume, il va vaincre Harald Hardrada à Stamford Bridge, et il va ensuite devoir redescendre avec toute son armée jusque dans le sud de l'Angleterre à Hastings pour affronter Harold. C'est-à-dire que les troupes... Pour affronter Guillaume. Guillaume. C'est-à-dire que les troupes qui vont affronter Guillaume à Hastings sont déjà épuisées. Oui. Et ça ne joue pas pour rien dans la victoire. Oui. Même si on ne peut pas nier le génie militaire qui va avoir lieu dans les décisions qui vont être prises à Hastings, ça joue quand même pour quelque chose. Oui. Donc il a été vraiment malin, ce Guillaume. Exactement. Exactement. Donc, on voit les Normands débarquer, on les voit se livrer à diverses exactions, et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que la tapisserie est assez consensuelle de la manière dont elle représente les choses, puisqu'on voit que les Normands arrivent, ils prennent du bétail, un peu plus loin, ils incendient une maison pour faire de la place, mais on ne les voit pas se livrer aux exactions que décrivent les textes. Dans les textes, on nous dit clairement que les armées vivent en pays conquis, qu'ils tuent les hommes, qu'ils font prisonniers les femmes et les enfants, et tout ce qui va avec, qu'ils incendient les maisons, qu'ils volent, et qu'ils se comportent en fait en maîtres sur les Saxons, qui de toute façon, dans les sources littéraires, sont décrits comme des mauvais sujets qui ont bien mérité ce qui leur arrive parce qu'ils n'ont pas voulu de Guillaume comme étant leur roi, comme si les paysans de la côte avaient pour quelque chose à voir avec les décisions qui se prenaient à la tête du royaume. Bon. Là, ici, c'est intéressant parce que vraiment, on nous montre finalement que la tapisserie est assez consensuelle. Il y a presque une volonté de réconcilier tout ça. On ne montre pas les exactions des Normands. On les montre. Ils arrivent, ils se préparent, ils dînent. D'ailleurs, ici, on nous dit ils tiennent conseil avec Odon et Eudes, qui est l'autre demi-frère... Robert de Mortain, qui est l'autre demi-frère de Guillaume, qui l'a accompagné. Juste avant, on voit une scène où Odon prononce les grâces lors d'un repas. Et on les voit construire ici un château et se préparer à la bataille. D'accord. Et là, on arrive dans le dernier tiers de la tapisserie qui vraiment fait la part belle à la bataille d'Hastings. Donc là, ici, la bataille, elle est intéressante dans le sens où finalement la tapisserie nous montre la stratégie qui a été mise en œuvre par les deux camps et que les textes confirment à peu près dans ces grandes lignes. On sait que les Anglais sont directement sortis des bois près d'Hastings et se sont réfugiés sur une colline. C'est-à-dire qu'ils refusent l'affrontement frontal avec les Normands, notamment parce que les Normands sont venus à grand renfort de cavalerie. Et que, je ne veux pas dire que... C'est assez intéressant, c'est que sur la tapisserie, les Anglais ne sont jamais représentés sur des chevaux. Ils ne sont représentés que comme des piétons. Ce qui fait vraiment la part belle à la cavalerie normande. Et qui donnera plus tard, justement, les valeurs de la chevalerie.
Donc, ils refusent l'affrontement, c'est-à-dire que les charges des Normands se heurtent aux Anglais. Où est-ce qu'il est, ce Bravodon avec son bâton ? Il est un peu plus loin. Que je vous le trouve quand même. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Il est au moment où Guillaume retire son casque. Ce serait quasiment à la fin. Ah oui. Voilà. Donc ici, vous avez les Anglais qui sont rassemblés et les Normands qui les assaillent de toutes parts. Et personne ne réussit vraiment à prendre le dessus. On voit les volets de flèches qui harcèlent les différentes troupes. D'ailleurs, il y a quelque chose que la tapisserie ne montre pas, c'est qu'il n'y a pas d'arbalète de représenter sur la tapisserie. Alors que les textes nous disent clairement que Guillaume avait emmené également des troupes d'arbalétriers. Et on sait vraisemblablement, ici la colline est représentée, la colline sur laquelle se tiennent les Anglais et sur laquelle ils tiennent tête aux Normands. On sait que les charges se brisent sur la colline et que finalement les Normands mettent au point une stratégie où ils font semblant de fuir. Et quand les Anglais, pensant les repousser jusqu'à la mer, descendent de leur position stratégique, ils se font encercler par la cavalerie normande qui les massacre, cette fois en terrain plat. À un moment de la bataille, il y a une panique qui se répand dans les rangs normands puisqu'on pense que Guillaume a été tué. Ça nous est dit dans plusieurs textes et ici on a cette scène très fameuse où Guillaume retire son casque, c'est juste sous le numéro 55, Guillaume soulève son casque à nasal pour montrer qu'il est encore vivant, que la bataille n'est pas terminée et il incite ses troupes à continuer le combat. Et on voit ici, on en a parlé tout à l'heure, Odon. Donc le demi-frère de Guillaume, évêque de Bayeux, qui est représenté comme un cavalier en armure, mais qui, en raison de sa position d'ecclésiastique, ne peut pas faire couler le sang, donc il est représenté avec une masse plutôt qu'avec une lance ou une épée. Non. Là encore, c'est la seule trace qui pourrait nous dire qu'Odon aurait véritablement participé au combat. Ça le met vraiment en valeur. Les textes ne disent pas qu'Odon a participé en tant que combattant. Il est venu, il a participé à l'expédition, mais est-ce qu'il a vraiment été sur le champ de bataille ? C'est encore un faisceau qui pourrait nous montrer que là, Odon est magnifié. D'ailleurs, il est quand même noté. Ici, l'évêque Odon, tenant un bâton, encourage les jeunes combattants. Il est vraiment montré comme un des commandants de l'armée. Ici, dans les dernières scènes, on arrive à scène 55-56, le combat tourne à l'avantage des Normands. Les frères d'Harold sont tués et Harold lui-même finit par succomber dans une mention qui est très cryptique qui nous dit juste ici le roi Harold fut tué. On le voit ici et probablement également ici, dans le sens où on le voit qui retire vraisemblablement une flèche qu'il aurait pris dans l'œil avant d'être fauché par un cavalier normand qui le blesse à la cuisse. Et d'ailleurs, Ordéric Vital nous dit bien qu'il a été d'abord blessé à la cuisse. Et on arrive finalement à la toute fin de la tapisserie, la dernière mention étant « Et les Anglais prirent la fuite ». Comme si à la mort du roi, les Anglais, découragés, s'enfuient et laissent le champ libre finalement aux Normands. Donc les Anglais, ils sont là, c'est ceux qui sont à pied. Ça, c'est ceux qui s'enfuient, effectivement. Ah, il y en a quelques-uns à cheval quand même. Mais... Ouais. D'accord. Et c'est ainsi, en fait, de manière très abrupte que ça se termine. Ouais. Il n'y a pas de conclusion. Donc Guillaume, qui se traduit par William en anglais, devient roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier. Mais comment le roi de France, à l'époque Philippe Ier, a-t-il réagi à cet événement ? Guillaume est son vassal et il prend la tête d'un pays étranger. Ça va créer un précédent. Donc les relations du duc de Normandie avec le roi de France, qui à l'époque n'est pas roi de France, mais roi des Francs. Il n'y a qu'à partir de Philippe Auguste qu'on parle de roi de France. Et là, à l'époque, on règne plutôt sur un peuple que sur un territoire. Donc le roi des Francs, c'est Philippe Ier. Les relations entre les deux sont assez conflictuelles. Ils sont tantôt alliés, tantôt il y a une véritable relation de seigneur à vassal, mais qui est tronquée par le fait que
le pouvoir du roi de France repose, de manière fiscale, c'est-à-dire son argent, repose sur l'étendue du domaine royal, c'est-à-dire les terres qu'il tient en main propre. Et en fait, ces terres sont, pour l'époque, relativement réduites. C'est-à-dire qu'il est un roi qui a une autorité théorique sur les terres qui l'environnent, mais son autorité n'est pas absolue sur l'ensemble du territoire. Donc, grosso modo, les grands princes comme le duc de Bourgogne, le duc de Normandie, le duc de Bretagne agissent un peu à leur guise. Surtout qu'ils sont forts. Voilà, surtout qu'ils sont forts et que la Normandie, il ne faut pas l'oublier pour l'époque, est un des territoires les plus riches. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, la Normandie génère autant de revenus que toute l'Angleterre. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a la proximité avec la mer, parce que c'est une terre d'élevage, c'est une terre de culture, j'entends d'agriculture. Oui. Et c'est également une terre d'artisanat et finalement, elle constitue la vraie porte d'entrée avec la Seine vers Paris. Donc en fait, les ports normands sont extrêmement bien placés sur la Manche et sont toujours en connexion avec l'Angleterre et avec l'Europe du Nord. Donc beaucoup de commerce. Donc énormément de commerce. Et donc de la richesse. Exactement. Donc, à partir de 1066, les relations vont se complexifier parce que ça crée un précédent, puisque Guillaume est techniquement le vassal du roi des Francs pour ses possessions en France, c'est-à-dire pour la Normandie, mais il est son égal en tant que roi d'Angleterre en Angleterre. Donc il agit avec lui tantôt en roi d'Angleterre, tantôt en égal, tantôt en tant que vassal, en étant duc de Normandie. Et ça crée finalement une situation qui va être extrêmement conflictuelle sous les descendants à la fois du roi des Francs et du duc de Normandie, et qui va mener jusqu'au conflit entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion à la fin du XIIe siècle, et puis ensuite avec Jean Santerre au début du XIIIe siècle. Puisque là, il faut le rappeler, donc Richard Cœur de Lion comme Jean Santerre sont des descendants de Guillaume le Conquérant. Ah oui, c'est vrai. C'est Aliénor. Alors Aliénor, oui, c'est la mais mère de. alors Richard Aliénor, c'est leur maman, effectivement. Mais ah oui, des deux d'ailleurs. Bah oui, des deux. Oui, effectivement. Aliénor étant la mère des deux, mais c'est par le père que se fait la filiation. Donc le père de Richard et de Jean Santerre, c'est Henri II, Plantagenet. Voilà, J'ai raccroché les wagons. dont le propre père est Geoffroy Plantagenet, dont la mère est Mathilde Lempresse. Mathilde Lempresse qui est la petite fille de Guillaume le Conquérant, la fille d'Henri Beauclerc, qui prendra la succession de Guillaume. Et d'ailleurs, là, il y a quelque chose qui n'est absolument pas raconté dans la tapisserie, parce que ça se passe après la mort de Guillaume en 1087, mais qui est très intéressant pour comprendre la dynamique dans laquelle ils étaient. C'est que Guillaume a 3 fils majeurs qui ont survécu, parce qu'il y en a eu d'autres, à qui peuvent aller son héritage. Et que finalement, à aucun moment n'est prévu de laisser l'ensemble à un seul. Comme si la réunion de la Normandie et de l'Angleterre avait été l'œuvre de Guillaume, mais n'était pas prévue pour durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on donne l'Angleterre à un des fils et la Normandie à un autre, en disant que théoriquement, celui qui sera le duc de Normandie restera soumis au roi d'Angleterre, mais finalement, il n'y a aucun lien entre les deux, puisque celui qui deviendra duc de Normandie devrait être soumis au roi des Francs. Oui. Donc il y a un véritable partage à ce moment-là. Et en fait, tout n'atterrit dans les mains d'Henri Ier Beauclerc que parce qu'il fait la guerre à ses frères. Il y en a un qui meurt dans un accident, Guillaume le Roux. Le dernier, Robert Courteheuse, finit par être emprisonné. Et que c'est que par la politique agressive d'Henri Ier Beauclerc qu'il réussit à récupérer à la fois l'Angleterre et la Normandie. Henri Ier Beauclerc, c'est Henri Ier d'Angleterre. C'est Henri Ier d'Angleterre. Voilà. Oui. Et sa descendance, lui ? Alors lui, il va avoir plusieurs enfants et c'est un drame puisque en fait, son fils meurt dans ce qu'on a appelé le naufrage de la Blanche-Nef. Et donc c'est sa fille qui hérite de ses possessions, donc qui est Mathilde Lempresse. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été fiancée dans sa jeunesse à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Elle a gardé le surnom de Lempresse, même si ensuite elle n'est jamais devenue empresse du Saint-Empire romain. Donc la succession d'Henri Ier Beauclerc à l'époque est extrêmement importante parce que celui qui l'épousera deviendra à la fois duc de Normandie et roi d'Angleterre. Et c'est Geoffroy Plantagenet qui va réussir à, grosso modo, tirer son épingle du jeu et qui, en épousant Mathilde, deviendra d'abord duc de Normandie, puis réussira à reprendre le trône d'Angleterre qui a été usurpé par un cousin qui est Étienne de Blois, et son fils, Henri II Plantagenet, le mari d'Aliénor d'Aquitaine, lui, va réussir à avoir un royaume d'Angleterre, qu'on aura appelé à tort l'Empire Plantagenet, parce que c'est pas vraiment un empire, il n'est pas empereur, mais une autorité qui s'étend de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, et qui met sérieusement à mal l'autorité du roi de France. Et ces fameux Plantagenets Oui. viennent du Mans. Alors les Plantagenets, ils viennent du Mans, d'Angers, effectivement, oui.
D'accord. Tout ça, c'est la même famille. C'est tout, oui. Mais c'est... Enfin, on ne se rend pas compte, je pense, de nos jours, l'imbrication entre l'histoire de France et l'histoire d'Angleterre. Ah oui, oui, oui. C'est, Pour l'époque, c'est extrêmement lié, c'est des mondes qui sont très connectés. Et à partir de 1066, ça n'en sera que plus lié. Véritablement, toute la politique de la fin du XIe siècle, du XIIe, du XIIIe siècle est liée à cette conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. On est toujours avec les guerres de Philippe Auguste contre Richard, puis contre Jean Santerre, dans les conséquences de tout ça. Écoutez, alors merci beaucoup, Je vous en vraiment prie. merci, parce que c'était passionnant. Évidemment, j'invite tout le monde à venir visiter ce fabuleux musée qui va être rénové. Alors oui, pas tout de suite effectivement, encore, il y a un projet donc, de redéploiement du musée de la tapisserie, puisque l'établissement actuel est ouvert depuis 1983, même s'il y a eu des évolutions dans la scénographie. Et donc, le projet tel qu'il est conçu actuellement devrait voir le jour en 2026, avec une nouvelle présentation de la tapisserie et toute une nouvelle muséographie autour. D'accord. Et du coup, vous êtes en charge C'est ça, grosso modo, on de planche dessus. Oui, oui, oui. Mais ça doit être passionnant, ça. Ça l'est. Et puis c'est vraiment... c'est quelque chose d'unique, en fait, de participer à la mise en œuvre et à la compréhension d'une œuvre comme la tapisserie de Bayeux. Eh bien, merci beaucoup, Martin. Je vous en prie. Vraiment. Il y a quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant Oui, pour dites-moi. ceux qui écouteront le podcast, c'est que depuis donc, le tout début d'année, sur le site de Bayeux Muséum, donc le site des musées de la ville de Bayeux, la tapisserie de Bayeux est disponible en un panorama intégral, en haute définition. On peut vraiment parcourir scène par scène, avoir les traductions des différents tituli. Donc, en suivant le podcast, en nous écoutant raconter ce qui se passe sur cette tapisserie, ce sera vraiment intéressant que les gens puissent directement aller voir en fait, la tapisserie, parce que c'est exceptionnel de pouvoir en même temps la voir et puis zoomer vraiment au plus près des détails. Oui, j'ai été voir et c'est exceptionnel Ouais. ce travail qui a été fait avec l'université de Caen. C'est un travail qui a été développé effectivement en partenariat avec l'université de Caen. Alors là, c'est ma collègue qui s'en occupe, qui s'occupe vraiment du développement numérique. Là, ce que vous voyez sur le panorama, c'est véritablement l'image HD de la tapisserie à partir d'une couverture photographique. Et en fait, elle nous sert, nous, en conservation également, à observer les différentes altérations de la tapisserie. Elle a notamment servi au constat d'étape pour noter le nombre de traces, de trous, ainsi de suite, qui nécessiteront restauration, stabilisation de la tapisserie. Donc elle a bien sûr une vocation de médiation, mais elle a aussi ce panorama, donc le SIDS, il a véritablement une vocation scientifique. Oui. Non, mais c'est fabuleux ce que permet le numérique. C'est ça. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Ce sont les taches de cire, non? On en a parlé. de la stérine, oui. Oui. Non, il y a quelque chose vraiment dans l'histoire que je n'ai pas précisé, mais en fait, on a toujours l'impression que ce sont les Normands qui sont... C'est ici. On a toujours l'impression que ce sont les Normands qui sont partis à la conquête de l'Angleterre. Alors, c'est faux de le penser dans le sens où Guillaume finalement a fait appel à l'ost, c'est-à-dire à tous ses vassaux, et qu'ont répondu des guerriers de l'intégralité du nord de la France. C'est-à-dire que dans les troupes que Guillaume emmène à Hastings, il y a bien sûr des Normands, mais il y a également des Bretons, il y a également des Angevins, des Picards. Donc il y a énormément de troupes en fait, qui ont participé à cette conquête, et c'est pour ça qu'ici, nous disent, ici, les Français combattent ceux qui étaient avec Harold. Ah oui. Hic Franci pregnant et quiquiderunt quierant cum Haroldo. Donc on dit, c'est bien les Français qui combattent, ce n'est pas les Normands. Donc bien sûr, D'accord. les Normands avec Guillaume sont à l'initiative, mais le contingent de troupes qui est venu l'accompagner, qui est venu l'aider, qui a préparé la conquête, vient de tout le nord de la France. Et alors on explique ça comment? Parce que ce sont à la fois des aventuriers qui ont été attirés par la promesse de conquête, mais également des fidèles de Guillaume, finalement. Il faut penser que Guillaume, finalement, en 1066, à travers les différentes campagnes qu'il a pu mener, donc vraiment dans le sud de la Normandie, avait une autorité qui s'étendait jusqu'au Mans. Donc, il avait des hommes un peu partout. Il était capable, et donc l'estimation des guerriers qu'il a pu emmener, c'est 8000 hommes. Pour rassembler ces 8000 personnes, il a bien fallu que... oui, il aille un petit peu plus loin que la C'est ça. Normandie.
d'accord. Mais ça, je trouve que c'est important de rappeler Absolument. que ce n'était pas uniquement l'œuvre des Normands, finalement. Ouais. Enfin, quand ils disent les Français, c'est pas tout à fait juste non plus, en Non. tout cas, comme on l'entend aujourd'hui. Non, bien sûr. Mais en tout cas, c'était pas que des Normands. Merci pour cette précision. Je vous en prie. Nous voilà arrivés au terme de cette épopée. C'était vraiment fabuleux. Comme l'a dit Martin, je vous invite à écouter le podcast en parcourant les 70 mètres de la broderie qui est proposé en haute définition sur le site du musée de la tapisserie. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Vous le savez maintenant, la tapisserie de Bayeux a probablement été commandée par l'évêque Odon, demi-frère de Guillaume, pour orner sa cathédrale en 1077. Eh bien, c'est justement notre prochain point d'étape. Rendez-vous vendredi prochain pour visiter Notre-Dame de Bayeux, un chef-d'œuvre de l'art roman et gothique. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller encore plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci, à très vite.